La première fois que je l'ai entendu rire à ce sujet, j'ai cru mal entendre. C'était un rire doux, naturel, comme s'il venait de se souvenir d'une blague. Nous étions assis à l'îlot de la cuisine. Le plan de travail en marbre était froid sous mes paumes, et l'odeur de pain grillé brûlé persistait. J'avais oublié de retourner le téléphone, absorbé par le message. Elle s'appelait Vanessa, avec 3 petits cœurs à côté. J'ai hâte de te voir ce soir. Mets la chemise bleue. Tu es vraiment canonne dedans. Je l'ai lu 2 fois, puis 3. J'avais la gorge serrée, comme si j'avais avalé une poignée de coton. Quand il est entré, il n'avait même pas l'air nerveux. Il a jeté ses clés dans le bol, desserré sa cravate et pris la cafetière comme si de rien n'était. J'ai brandi le téléphone. Qui est Vanessa? Il n'a même pas bronché. Il a juste pris une gorgée de café. Puis il a ri. Un vrai rire. Ah, tu as vu ça? Mes doigts se sont mis à trembler. Oui, je l'ai vu. Il a haussé les épaules comme si j'avais remarqué une tache sur sa manche. Ce n'est rien, Claire. Rien du tout. 10 ans de mariage et voilà que c'est moi qui en fais toute une histoire. Je l'ai fixé du regard, attendant les excuses, la culpabilité, la panique, rien. Il s'appuya contre le comptoir, prit une autre gorgée et dit « Écoute, c'est arrivé comme ça. Je ne l'avais pas prévu. C'est arrivé comme ça. » Ma voix se brisa. Tu lui envoies des textos depuis 3 mois. Il cligna des yeux. Bon, d'accord, peut-être pas si soudainement. Mais tu sais comment ça se passe entre nous. Cette phrase me blessa plus que le texto lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Il soupira, comme si c'était lui qui gérait une situation délicate. Tu as été distante, toujours fatiguée, toujours stressée. C'est comme vivre avec une colocataire. Une colocataire. Je repensais aux nuits blanches que je passais à boucler les comptes. Au week-end à faire le ménage pendant qu'il jouait au golf. Aux promotions que j'avais refusées pour qu'il puisse poursuivre les siennes. Et maintenant, je n'étais plus qu'une colocataire. Mes mains se crispèrent. Alors ta solution, c'était de coucher avec quelqu'un d'autre. Il haussa de nouveau les épaules. Ce n'est pas comme si j'allais te quitter. Je le fixai. Quoi? Ouais, dit-il d'un ton désinvolte. C'était juste pour le plaisir. Rien de sérieux. Tu es toujours à moi. Ma femme. Comme si je devais me sentir honorée. Quelque chose en moi s'est alors brisé. Pas bruyamment. Pas de façon dramatique. Juste une rupture nette et silencieuse. Comme un verre qui glisse de la table et se brise sur le sol. Tu trouves ça drôle? Ai-je murmuré. Il a souri en coin. Eh bien, tu as l'air plutôt intense, là. Et il a ri de nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Non pas qu'il m'avait trompé, mais qu'il s'en fichait. J'ai emménagé dans la chambre d'amis ce soir-là. Il n'a pas protesté, ne s'est pas excusé, n'a même pas frappé à la porte. Le lendemain matin, je l'ai trouvé en train de faire des crêpes. Il fredonnait. L'odeur du beurre et du sirop embaumait la cuisine. « Bonjour », a-t-il dit comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu. Il a fait glisser une assiette vers moi. « Aux myrtilles, tes préférés. » J'ai regardé les crêpes. Parfaitement dorées, exactement comme celles que je lui préparais le dimanche. « Je demande le divorce », ai-je dit doucement. Il s'est figé un instant, puis a soupiré. « Claire, ne. Faites un drame. Je n'en fais pas un. » Il se frotta le visage. « Écoute, on peut arranger ça. Tu n'es pas obligé de t'énerver pour une seule erreur. » « Une seule erreur ?» répétai-je. Il leva les yeux au ciel. « Bon. Quelques erreurs. » J'eus la nausée. « Tu en as ri. » Il haussa les épaules. « Qu'est-ce que j'étais censé faire? Pleurer? Oui. Oui, en fait. » Je repoussai l'assiette. « Je suis sérieuse, Ethan. C'est fini. » Il me fixa longuement. Puis il se laissa aller dans son fauteuil. « Tu veux vraiment continuer? » Oui. Il hocha lentement la tête. Bon, c'était tout. Pas de supplication, pas d'excuses, pas de dispute, juste d'accord. Mais ensuite, il sourit, et ce n'était pas un sourire amical. C'était le genre de sourire qu'on a quand on sait quelque chose que vous ignorez.
Tu sais, dit-il, ça pourrait finalement être mieux pour moi. Ma poitrine se serra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se leva, porta son assiette à l'évier et la rinça. Eh bien, dit-il nonchalamment, la maison est, à mon nom. La voiture aussi, et la plupart de mes économies. Mon cœur s'est emballé. De quoi parles-tu? Tu as signé les papiers, tu te souviens? Il a dit, quand j'ai créé l'entreprise, tout a été transféré. Ce souvenir m'a glacé. Il y a 3 ans, il avait dit que c'était juste pour des raisons fiscales, temporaires, le temps que l'entreprise se stabilise. Je lui avais fait confiance parce que c'était mon mari. Alors, qu'est-ce que vous insinuez? Demandai-je d'une voix à peine audible. Il s'essuya les mains et me regarda. Je veux dire, reprit-il, que vous n'allez pas repartir avec la moitié. Mon cœur rata un battement. Vous ne me feriez pas ça. Il inclina la tête. Claire, nous savons tous les deux que vous ne comprenez pas vraiment les finances. Les avocats s'en occuperont. Les avocats? Pas les nôtres. Les siens. Une vague de peur m'envahit. J'avais passé 10 ans à construire une vie avec cet homme, et soudain, je n'étais plus sûre d'y avoir ma part. 2 semaines plus tard, j'étais assise en face d'une avocate spécialisée en divorce, Marlène. Son cabinet sentait le café et le nettoyant au citron. Les murs étaient couverts de diplômes encadrés et de photos d'elle avec des clients souriants. Elle était plus âgée, le regard perçant, et sa coupe de cheveux était simple et sans fioritures. Elle feuilleta les documents que j'avais apportés. Son expression resta impassible, mais ses sourcils se levèrent légèrement. Il avait transféré presque tout à son nom. Je sais, dit-elle, et vous avez signé ces documents de votre plein gré. Il a dit que c'était pour des raisons fiscales. Elle hocha lentement la tête. C'est une histoire banale. Ma poitrine se serra. Alors, que se passe-t-il maintenant? Elle se laissa aller dans son fauteuil. Eh bien, dit-elle, sur le papier, il a l'avantage. Le mot « avantage » me donna la nausée. Mais, poursuivit-elle, le mariage ne se résume pas à ce qui est écrit sur le papier, surtout après 10 ans. J'avalai ma salive. Donc, je ne suis pas complètement fichue. Elle m'adressa un petit sourire. Non, Claire, tu ne le es pas. Pour la première fois depuis des jours, je sentis une lueur d'espoir. Ethan, en revanche, semblait presque joyeux. Il commençait à rentrer plus tard, à mieux s'habiller, à porter plus souvent cette stupide chemise bleue. Un soir, il entra dans le salon alors que je faisais mes cartons. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte. Alors, quand est-ce que tu déménages? Je levai les yeux. Je ne déménage pas. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon avocat a dit que j'ai parfaitement le droit de rester ici jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Sa mâchoire se crispa. Sérieusement, Claire, tu vas compliquer les choses. J'ai laissé échapper un petit rire. Complètement? Tu m'as trompé et tu as essayé de me laisser sans rien? Il a haussé les épaules. Les affaires sont les affaires. Cette phrase m'a brûlé. Le mariage, ce n'est pas une affaire, ai-je dit. Il a souri en coin. Peut-être que ça devrait l'être. La première réunion de conciliation était prévue pour début octobre. La pluie tambourinait aux fenêtres ce matin-là. Le ciel était couleur de ciment mouillé, et l'air sentait l'asphalte froid. Ethan est arrivé en costume bleu marine, impeccable, sûr de lui, comme s'il se rendait à un entretien d'embauche qu'il savait réussir haut la main. Vanessa m'attendait dans le couloir à mon arrivée. Grande, blonde, des dents parfaites. Elle m'a adressé un petit sourire poli, comme si elle me rencontrait à une réunion de parents d'élèves. « Salut Claire », dit-elle doucement. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Je la fixai. J'en suis sûre. Ethan s'interposa. « Restons corrects, d'accord. » J'ai failli rire. Dans la salle de conférence, l'air était froid et une légère odeur d'encre d'imprimante flottait dans l'air. Une longue table en bois s'étendait au milieu de la pièce. Des dossiers étaient soigneusement empilés devant chaque siège. L'avocat d'Ethan était un homme grand, les cheveux gominés en arrière et l'air suffisant. Marlène était assise à côté de moi, calme et impassible. L'avocat s'éclaircit la gorge. Commençons par la proposition d'accord,
Il fit glisser un document sur la table vers moi. Je le pris. Mes mains étaient glacées. Les chiffres sur la page se brouillèrent un instant avant de devenir nets. Je clignai des yeux, puis de nouveau, et c'est à ce moment-là qu'Ethan se laissa aller dans son fauteuil et commença à sourire. Un sourire lent et satisfait, comme s'il avait déjà gagné. Mon cœur battait la chamade tandis que je lisais la première ligne de l'accord, et mon estomac s'est noué. Le chiffre en bas de la page était si petit qu'on aurait dit une faute de frappe. Quelques milliers, c'était tout. 10 ans de mariage, 10 ans de mensualité de crédit immobilier, de liste de courses, de nuits blanches et de sacrifices, réduits à une somme qui ne couvrirait même pas un an de loyer. Je sentais le regard d'Ethan sur moi. Ça me paraît juste, dit-il d'une voix légère, vu les circonstances. Mes doigts se crispèrent sur le papier. Juste. Marlène ne dit rien. Elle croisa simplement les mains sur la table et me regarda. Elle attendait. L'avocat d'Ethan se pencha en avant. C'est une offre généreuse compte tenu de la répartition des biens. Monsieur Carter est légalement propriétaire de la maison, de l'entreprise et des comptes principaux. Il le dit comme s'il lisait la météo. D'un ton sec, détaché, ennuyeux. Mais pour moi, c'était comme une annonce funéraire. Ethan étira les bras au-dessus de sa tête. « N'allons pas trop vite, Claire, dit-il. Nous savons tous les deux que tu ne peux pas te permettre une longue procédure. Bataille juridique. » Mon cœur battait la chamade, mais mon visage restait impassible. Il pensait que j'avais peur. Il pensait que j'étais acculé. Il pensait que c'était le moment où j'allais craquer. Marlène s'est penchée vers moi et a chuchoté, juste assez fort pour que je l'entende. « Voulez-vous poursuivre avec notre réponse ? » Notre réponse. Ce n'est pas ma réponse. Notre réponse. J'ai dégluti et hoché la tête. Oui. L'avocate d'Ethan a haussé un sourcil. Oh, vous avez une contre-proposition. Marlène a souri poliment. Pas exactement. Elle a fouillé dans sa mallette et en a sorti un épais dossier. Non pas un document, mais plusieurs. Elle les a fait glisser sur la table. Avant de discuter des chiffres du règlement, a-t-elle dit calmement, nous aimerions examiner certaines informations financières récemment découvertes. Le sourire narquois d'Ethan s'est légèrement estompé. Quelles informations ? A-t-il demandé. Marlène a ouvert le dossier. Commençons par les comptes de l'entreprise. Ethan s'est agité sur sa chaise. Il n'y a rien d'anormal avec les comptes de l'entreprise. Marlène ne l'a même pas regardé. Elle a simplement fait glisser une page sur la table. Pourriez-vous expliquer ce virement ? 32 000 $ il y a 3 mois. Ethan a baissé les yeux, la mâchoire serrée. C'était un investissement dans quoi ? A-t-elle demandé. Il a hésité. Vanessa, qui avait insisté pour s'asseoir dans un coin de la pièce, a soudainement semblé très intéressée par le tapis. C'était personnel, dit-il. Marlène hocha lentement la tête. Personnel ? Intéressant. Elle tourna une autre page. Et celle-ci ? 15 000. Même compte. L'avocat d'Ethan se pencha en avant, fronçant les sourcils. Ethan, qu'est-ce que c'est ? La voix d'Ethan baissa. Ce n'est rien, juste des frais. Les dépenses, répéta Marlène. Car, d'après ses relevés, ce compte appartient à mademoiselle Vanessa Ruiz. Un silence pesant s'installa. Je ne regardais pas Vanessa, mais je l'entendis remuer sur sa chaise. Ethan rougit. Cela n'a rien à voir avec l'accord, rétorqua son avocat. Si, justement, répondit Marlène. Ces virements ont été effectués à partir des revenus du mariage. L'avocat d'Ethan fronça les sourcils. Même si c'est vrai, les comptes sont au nom de Monsieur Carter. Marlène inclina la tête. Ah, mais les revenus eux-mêmes ont été générés pendant le mariage, ce qui signifie qu'ils sont considérés comme des biens communs. Ethan déglutit. Pour la première fois, il parut nerveux. Marlène poursuivit, d'une voix calme et posée. Et cela nous amène au deuxième point, les transferts de propriété. Elle sortit un autre document. Vous avez fait signer ces documents à Claire en prétendant qu'ils étaient destinés à des fins fiscales, n'est-ce pas ? Ethan hocha la tête d'un air raide. Oui.
Et vous ne l'avez pas informé que cela la priverait de fait de ses droits de propriété en cas d'un divorce. Il ouvrit la bouche, la referma. Enfin, c'était sous-entendu. Sous-entendu? Demanda Marlène en haussant un sourcil. Parce que les documents disent le contraire. Elle fit glisser une autre feuille sur la table. Voici un courriel de votre comptable vous avertissant que le transfert de tous les biens à votre nom pourrait être considéré comme une tentative de dissimulation de biens matrimoniaux. L'avocat d'Ethan se raidit. Où avez-vous obtenu cette assignation? Demanda simplement Marlène, le visage de l'avocat pâli. Ethan fixa le papier comme s'il allait le mordre. Vous l'avez dit au comptable, poursuivit Marlène, et j'ai juste besoin de tout mettre en ordre avant que les choses ne dégénèrent à la maison. Silence. Un silence lourd, épais, suffocant. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Ethan me regarda. Me regarda vraiment. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. Il n'y avait pas de sourire en coin, pas de confiance, juste de la panique. Ce courriel ne prouve rien, dit-il rapidement. C'est juste une figure de style. Marlène sourit. Peut-être. Mais combiné au transfert caché, c'est suspect. Pour ta copine, ça donne une image très intéressante au juge. Vanessa releva brusquement la tête. Copine, murmura-t-elle. Ethan la foudroya du regard. Pas maintenant. Ses yeux se plissèrent. Tu m'as dit que vous étiez déjà séparés. L'avocat s'éclaircit la gorge. Concentrons-nous. Mais le mal était fait. Vanessa croisa les bras, les lèvres pincées. Marlène joignit les mains. Compte tenu des preuves de malversation financière et de dissimulation d'actifs, nous sommes prêts à aller en justice. Nous demanderons un audit complet de l'entreprise, ainsi qu'une indemnisation pour la dissipation des biens matrimoniaux. L'avocat d'Ethan se pencha vers lui, murmurant avec urgence. Ethan pâlit. Attendez, dit-il. Un instant. Marlène ne bougea pas. Il déglutit. Que demandez-vous exactement? Marlène fit glisser un dernier document sur la table. Notre proposition de règlement révisé. Ethan le prit. Ses yeux parcoururent la page, puis s'écarquillèrent. C'est quoi ce truc? S'exclama-t-il. 50% de la valeur de l'entreprise, dit Marlène calmement. Remboursement intégral des fonds transférés à Mademoiselle Ruiz. Et la maison? La maison? Aboya Théil. C'est de la folie. Marlène haussa légèrement les épaules. Ou alors, on va au tribunal. Et un juge pourrait décider que vous devez encore plus. Ethan jeta le papier avec fracas. C'est du chantage. Non, dit-elle. C'est le prix à payer pour avoir ri de ta femme pendant que tu vidais tes comptes sur ceux de quelqu'un d'autre. Ces mots résonnèrent dans l'air. Je ressentis une étrange sensation dans ma poitrine. Ni colère, ni tristesse, du soulagement. Ethan me regarda. Claire, voyons. Tu n'as pas besoin de tout ça. On peut partager les choses comme des gens normaux. Des gens normaux. Il voulait de la normalité. Je me suis légèrement penchée en avant. Comme les gens normaux qui ne trompent pas, ai-je demandé doucement. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Vanessa s'est levée brusquement. Tu as dit que ce serait facile, a-t-elle lancé sèchement. Tu as dit qu'elle partirait comme ça. Ethan a sifflé. Assieds-toi. Non, a-t-elle rétorqué. Tu m'as dit que tu étais quasiment ruiné. Que tu avais besoin de temps pour te reconstruire. L'avocat s'est enfoui le visage dans les mains. Ethan l'a fusillé du regard. Tu ne m'aides pas. Elle a ri amèrement. Oh, je t'aide. Je m'aide moi-même. Elle a attrapé son sac à main. Garde tes histoires de divorce. Je ne vais pas rester pour me retrouver au tribunal. Et sur ces mots, elle sortit. La porte claqua derrière elle. Ethan fixa la porte, abasourdi. Puis il se retourna vers nous. Écoutez, dit-il à voix basse. Réglons ça. Marlène haussa un sourcil. Oh, je trouvais l'offre initiale généreuse. Il serra les dents. Très bien, la maison est la moitié de l'entreprise. Marlène me regarda. Je me sentais calme, étrangement calme,
comme si j'avais retenu mon souffle pendant des mois et que je pouvais enfin expirer. Ajoutez le remboursement, dis-je. Chaque dollar qu'il lui a envoyé. Le visage d'Ethan se crispa. C'est ridicule. Je croisai son regard. Vous vous êtes moqué de moi. Il ne dit rien. Marlène parla doucement. Eh bien, considérez cela comme un refus et allez au tribunal. Les épaules d'Ethan s'affaissèrent. Très bien, murmura-t-il. Très bien. Tout. Marlène lui fit glisser les papiers. Signez ici. Le stylo trembla légèrement dans sa main. Il signa, puis rejeta le papier sur la table. Voilà, satisfait. Je pris le document, lus les chiffres finaux et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je souris. Pas un sourire suffisant, pas un sourire cruel, juste un sourire calme et serein, car je savais que tout allait bien se passer. 3 mois plus tard, je me tenais sur le seuil de mon nouveau bureau. L'entreprise m'appartenait désormais à moitié, légalement, mais surtout, j'avais enfin le contrôle. J'avais embauché du personnel, retravaillé l'image de marque et même repeint le hall d'entrée d'un gris chaud et doux, au lieu de l'affreux bleu foncé d'Ethan. Marlène passa cet après-midi-là. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, impressionnée. « Pas mal, dit-elle. Tu as fait plus en 3 mois que lui en 3 ans. » Je ris. Finalement, je suis meilleure que je ne le pensais. Elle sourit. Je n'en avais jamais douté. Une semaine plus tard, je croisai Ethan dans un supermarché. Il avait changé, plus maigre, fatigué. Fini les costumes chers. Il portait un polo froissé et un chariot à moitié vide. Il m'a repéré près du rayon fruits et légumes. « Claire, dit-il maladroitement. Salut, Ethan. » Il se déplaça sur place. Alors, j'ai entendu dire que les affaires marchent bien. C'est vrai, acquiesça-t-il. Bien. Tant mieux. Un silence pesant s'installa entre nous. Puis il dit doucement. Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. J'inclinai la tête. Moi non plus. Il laissa échapper un petit rire sans joie. Je suppose que je l'ai bien cherché. Je n'ai pas répondu. Il me regarda. Je suis désolé pour tout. Ces mots résonnèrent dans l'air. Il y a 6 mois, j'aurais pleuré en les entendant. Maintenant, je me sentais juste libre. J'espère que tu trouveras une solution, Ethan, dis-je doucement. Puis, je pris mon panier et m'éloignai. Ni colère, ni amertume, juste la paix. Parce que l'homme qui s'était moqué de moi ne riait plus. Et la femme qui l'avait sous-estimé, elle était repartie avec l'accord et le sourire aux lèvres.